Bonjour et bienvenue pour cette 33e émission des Clés de la Rénovation qui a pour thème aujourd'hui comment financer mon projet de rénovation énergétique. Bien évidemment, pour aborder cette question, deux experts vont répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, Julien Renucci. Bonjour. Bonjour. Donc Julien, tu es chargé de projet animation territoriale et conseiller info-énergie à l'association Espul dans le Rhône. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Et Raphaël Claustre, un habitué des Clés de la Rénovation, directeur de la Société d'économie mixte Énergie Positif. Peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter la société ? Alors, bonsoir. Énergie Positif, c'est une société qui a été créée à l'initiative de la région Île-de-France et d'autres partenaires comme la Caisse des dépôts, la Caisse d'épargne Île-de-France, la Ville de Paris, pour proposer aux copropriétés des offres globales de rénovation énergétique. Offres globales avec toutes les solutions techniques et financières tout en un. Offre et différents sujets auxquels on va pouvoir apporter des détails par rapport à toutes les questions que vous nous avez posées, que ce soit pour la maison individuelle ou pour l'habitat collectif. Julien et Raphaël vont répondre à toutes les questions que vous nous avez posées et que vous pouvez continuer à nous poser en direct sur www.clerénov.org, mais également sur Twitter avec le hashtag CléRénov. Alors, pour commencer, on va aborder une première question de Didier qui habite Josse. Julien, je me tourne vers toi. Il précise qu'il vient d'acheter une vieille ferme donc dans un objectif de rénovation pour en faire un restaurant. Est-ce que dans ces cas-là, il existe des solutions de financement adaptées pour ce type de projet ? Alors très certainement, mais c'est vrai que là on démarre d'entrée par un cas un peu particulier puisqu'il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que c'est pas forcément un logement, c'est de la restauration, et le fait qu'il y ait un changement de destination puisqu'à la base c'était un corps de ferme. Et là au niveau fiscal, on est un peu hors des clous, assez classique, et ça peut être assez compliqué. Ça peut même aller jusqu'à être considéré comme un projet neuf en fait, et pas en rénovation, c'est-à-dire qu'il pourra avoir aucune aide et avoir même de la TVA à 20%. Donc pour ça, il faut vraiment rentrer dans le détail de son projet. Là, on en sait trop peu. Et donc j'invite Didier à se rapprocher de son espace info-énergie, le cas échéant même de son ADIL, Agence d'information pour le logement, qui sont des spécialistes en juridique et en fiscalité. Merci. Alors, on va continuer avec une question de Fabrice. Là, je me tourne vers toi, Raphaël, qui précise qu'il est en plein projet de rénovation d'un immeuble de 7 appartements à Épinal dans les Vosges, avec notamment isolation thermique des murs par l'extérieur, isolation du sol, des combles, rénovation du réseau électrique, de la plomberie. Il ne trouve pas d'informations pour savoir comment utiliser des outils financiers comme l'éco-prêt à taux zéro, tout en précisant qu'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors Raphaël, quels seraient les conseils que tu pourrais lui apporter ? Alors, ce que je dirais, c'est que pour financer son projet, il y a plusieurs façons de financer un projet. Il y a l'épargne, il y a les subventions et il y a les prêts. Donc là-dessus, quand on est en société, en règle générale, il n'y a pas de subvention. Donc ça veut dire qu'il va devoir se reposer sur l'épargne. Là, il en sait plus que nous, sur son épargne. Et sur les prêts, ça va, dans sa région en tout cas, être des prêts bancaires. Donc il s'agit d'aller voir sa banque et d'expliquer qu'on a un projet de rénovation de logement. Et je pense que c'est important de préciser que même en l'absence de subvention, il faut vraiment voir le projet de rénovation énergétique, on le voit d'ailleurs dans les deux questions précédentes, comme un projet de rénovation globale. Il ne s'agit pas seulement d'investir pour baisser la consommation d'énergie, c'est essentiel pour faire des économies, pour améliorer le confort, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi essentiel simplement pour entretenir le bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bien que les gens vont ensuite acheter ou louer doit de plus en plus correspondre à des attentes des acheteurs ou locataires potentiels sur tous les niveaux de confort et sur les économies d'énergie aussi. Donc il faut vraiment voir cet investissement non pas comme une dépense qu'il faut rentabiliser seulement par les économies d'énergie, mais comme un moyen d'entretenir son patrimoine. Aujourd'hui, on arrive a fortiori pour une société qui possède... Et a fortiori pour une société qui, normalement, doit avoir en plus cette notion de gestion du patrimoine, ce que les particuliers ont un peu moins, parce qu'un particulier pense d'abord à se loger. Peut-être que je peux détailler un tout petit peu cet aspect sur le fait que c'est des choses qu'on a aujourd'hui mesurées quand on investit dans la rénovation énergétique,
eh bien, le logement va prendre de la valeur. Les notaires, par exemple, il y a la Chambre des notaires, l'association Dynamique, l'association de notaires, a évalué les différences de valeur de biens selon sa classe d'énergie, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que les notaires... Quand tu parles de classe d'énergie, tu veux dire? Alors, la classe d'énergie, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est l'étiquette énergie qu'on voit sur toutes les annonces immobilières depuis une dizaine d'années, voilà, qui va de A à G. A, les logements les plus performants, les plus économes. G, ou FG, les passoires énergétiques. Eh bien, les notaires, depuis 2007, ont toutes, au moment de chaque transaction, ont le prix de vente, le lieu de la vente, l'état du bien, le prix, mais aussi l'étiquette énergie. Donc, ils ont récemment mené des études pour voir si l'étiquette énergie avait un impact, toutes choses égales par ailleurs. Et on s'aperçoit, alors évidemment que ça dépend énormément du lieu où on se trouve. Si c'est un marché extrêmement tendu, comme les centres urbains, en particulier sud de Paris, mais aussi quelques autres grandes villes, ça compte peu, parce qu'il y a énormément de critères, les prix sont très élevés. Mais chaque fois qu'on est dans des zones moins tendues que celle-ci, eh bien l'étiquette énergie compte beaucoup. En moyenne, en France, sur une maison, on est à 5% de prise de valeur par classe d'énergie. Donc en gros, un bien de classe A ou B va se vendre en moyenne 15 à 25% de plus qu'un bien moyen de classe D. Donc c'est énorme. Quand je dis 15 à 25%, on va arrondir à 20%. Eh bien, une maison qui vaut 200 000 euros, 20% de plus, ça fait 40 000 euros. Donc c'est absolument colossal. Donc il faut absolument tenir compte de cet aspect-là et se rendre compte que quand on fait une rénovation globale aujourd'hui, comme les deux personnes qui nous ont interrogé le font, on est obligé de prendre en compte l'énergie parce qu'on ne fait pas des rénovations globales tous les 2 ans. On en fait tous les 30 ans. Donc si aujourd'hui, ils ne font pas une rénovation qui prenne beaucoup en compte les questions d'énergie, ils vont sans doute rénover un bien qui sera plus vendable ou plus louable dans 10 ans. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Ça permet de poser un certain nombre de bases pour cette émission. Donc penser rénovation globale, penser investissement sur le long terme en tant qu'entretien du patrimoine et valorisation du patrimoine immobilier, que ce soit en individuel ou en collectif, et bien être attentif au statut en tant que propriétaire occupant, société, SCI par exemple, pour l'obtention notamment d'aides ou subventions. Alors justement, aide et subventions, Julie de Rouen aborde une question d'actualité à propos des aides financières à la rénovation. Il y a eu plusieurs annonces très récentes du nouveau gouvernement concernant la rénovation énergétique. Est-ce que, Julien Raphaël, vous pourriez peut-être apporter quelques éléments de réponse sur quelles sont les modifications, les évolutions que l'on a constatées, qui sont annoncées en tout cas à ce jour? Effectivement, tu as dit annoncées parce que tant que la loi de finances n'est pas votée, ce ne sont que des annonces. Il y a d'abord l'annonce d'un volontarisme du gouvernement. La rénovation énergétique, c'est très important, c'est un enjeu de société, on veut la soutenir, ça c'est le principe. Et puis après, il y a les mesures dans le détail. On voit surtout de la continuité, c'est-à-dire que les outils qui existent, alors je peux les lister rapidement, mais ils ont été expliqués assez en détail dans des émissions précédentes. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, c'est-à-dire une aide pour chaque équipement d'économie d'énergie qu'un propriétaire occupant va installer. Les aides du programme Habiter mieux de l'ANA, c'est-à-dire des aides qui vont dépendre du niveau de ressources des ménages, qui seront dites très modestes ou autres, et autres n'ayant pas droit à des aides. Les éco-prêts à taux zéro, on va en parler après, et puis les certificats d'économie d'énergie. C'est ça les plus gros, les principaux systèmes d'aide auxquels il faudra rajouter, je l'ai dit, épargne et prêt. Donc les annonces qui ont été faites, c'est surtout la continuité. L'essentiel des choses va rester tel que ça existait. Mais il y a eu des annonces sur la baisse puis la suppression du crédit d'impôt sur les fenêtres. Aujourd'hui, on croit comprendre qu'il y a des débats. Est-ce que ce sera réellement supprimé? Il semble qu'on s'achemine plutôt vers une baisse, mais pas une suppression du crédit d'impôt sur les fenêtres. De même sur les chaudières fioul, parce que oui, il existe des subventions pour les chaudières fioul. Donc celle-ci devait être supprimée, et puis il n'est pas si certain qu'elle soit supprimée. Donc l'idée générale qu'il faut retenir, je pense, c'est celle d'un maintien. Il y avait aussi l'idée dans les premières annonces de créer un crédit d'impôt pour pas seulement des équipements, mais pour faire un audit. Peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure. De toute façon, Julien, ces différentes évolutions, si elles arrivent, n'arrivent pas du jour au lendemain. Elles ne sont pas... à partir de quand pourraient-elles être applicables si jamais elles étaient Alors, validées? de toute façon, en général, elles sont votées le 31 décembre pour l'année qui vient de passer avec la loi de finances. Là, il y avait une question de rétroactivité qui était
en question, notamment sur les histoires des fenêtres ou quelque chose comme ça. Donc encore une fois, il est prudent d'attendre encore un peu. On a déjà vécu ça par le passé, des effets d'annonce, et ensuite il y a des calages. Donc voilà, en tout cas il faut attendre, et comme disait Raphaël, grosso modo la tendance reste la même, la rénovation globale et performante reste aidée malgré tout, même si sur certains points de détail, fenêtres ou autres, il y aura des changements. On était rentré dans le détail sur les différentes aides en janvier 2017, donc vous pouvez consulter l'émission correspondante pour rentrer à nouveau dans le détail sur les différents dispositifs. Et puis on reviendra très probablement en début d'année prochaine également sur les évolutions qui seraient envisagées. Alors, une question complémentaire de Grégoire de Reims qui justement aborde la question du financement de la rénovation des fenêtres et des portes. Je me tourne vers toi, Julien. Existe-t-il d'autres mesures pour financer ce type de poste ? Quels sont les conseils que tu peux lui apporter à ce sujet ? Alors, pour les fenêtres, c'est vrai que le crédit d'impôt constituait la principale aide pour ce poste de travaux qui reste un poste très cher et qui, disons-le aussi, produit peu d'économies d'énergie. Et c'est une des raisons pour laquelle l'aide a tendance à baisser à ce niveau-là. Alors, il pourra toujours bénéficier de certificats d'économie d'énergie, mais les certificats d'économie d'énergie étant basés sur l'économie réelle réalisée par un poste de travaux, eh bien, le montant d'aide octroyé par des certificats d'économie d'énergie pour un changement de fenêtre va être très faible. Donc, si Grégoire envisage toujours de changer ses fenêtres, ce qui peut être une bonne idée, il va falloir qu'il le fasse sans aide publique. Donc, on revient sur la question de prêt d'épargne dont parlait Raphaël tout à l'heure. Voilà. Est-ce que justement vous avez un outil pour ça à Expul ? Tout à fait. Donc, on a réalisé un outil pour le compte du réseau des espaces Info-Énergie de Rhône-Alpes qui s'appelle ecorénové.org, qui est accessible à tous tout le temps sur Internet. Et donc, c'est un outil qui permet de chiffrer un petit peu le coût de l'inaction et qui permet de voir l'intérêt d'emprunter pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Donc là, si on revient sur le cas de Grégoire, peut-être qu'il va arriver par son épargne ou par l'emprunt à financer non pas que ses fenêtres, mais ses fenêtres et également d'autres travaux qui produisent beaucoup d'économies d'énergie, comme la toiture, l'isolation par l'extérieur, l'isolation du plancher bas, la ventilation, etc. Et grâce à ce logiciel, on peut voir à la fin combien coûte l'emprunt au regard des économies d'énergie réalisées et au regard des aides financières que l'on va percevoir et qu'on va pouvoir réinjecter dans son prêt pour baisser ses mensualités. Donc, grâce à cet outil, on arrive à visualiser ça. On peut même avoir une visualisation du gain en valeur verte. Valeur verte, voilà ce que disait Raphaël tout à l'heure. La valorisation la prise de valeur du bien. Exactement, la prise de valeur du bien en fonction de son étiquette énergie, qui peut, dans certains endroits, être un argument à lui seul pour engager des travaux de rénovation énergétique. Donc, un simulateur de travaux disponible sur Internet. On va y revenir tout à l'heure sur donc le site ecorénové.org, voilà, qui est le nom d'outil. Voilà, un simulateur de financement, exactement, c'est ça. Simulateur de financement. Tu abordais tout à l'heure, Raphaël, justement les classes énergie, le DPE, l'audit. Jonathan de Lille, justement, vous pose la question comment. D'abord, quelle est la différence entre un DPE, diagnostic de performance énergétique, et un audit, mais également comment financer un audit énergétique, donc une étude. Alors, le diagnostic de performance énergétique, c'est une estimation de la consommation d'énergie d'un bien avec quelques pistes de travaux. C'est généralement quelque chose d'un petit peu sommaire qui est effectué obligatoirement au moment des ventes et des mises en location des logements et qui peut aussi être fait à titre informatif, à titre volontaire par les ménages. Dans ce cas-là, c'est éligible au crédit d'impôt si c'est hors obligation, c'est-à-dire hors les moments où on met en vente ou on met en location. L'audit énergétique, c'est surtout défini pour la copropriété parce que c'est obligatoire pour les copropriétés de plus de 50 logements en chauffage collectif. C'est une analyse qui est généralement plus poussée et qui va consister à l'échelle de toute cette copropriété à faire une analyse du bâti, des systèmes qui permettent de produire de l'énergie et même des systèmes de ventilation, des factures et de proposer différents scénarios de travaux.
On recommande généralement de ne pas se contenter d'un audit énergétique, mais audit énergétique et architectural, voire audit énergétique, architectural et financier, qui permettra d'avoir des pistes sur ce qui pourrait être fait au sein de ce bâtiment collectif et d'avoir quelques indications sur les coûts que ça pourrait représenter pour les ménages. Donc c'est ça les principales différences entre audit et diagnostic de performance énergétique. Et puis comment le financer? Alors, comme le reste, souvent en fonds propres, là, c'est-à-dire avec de l'épargne. Là, on n'aura pas de possibilité de faire des prêts, en tout cas pas à ma connaissance, mais il peut exister des subventions. Dans certaines régions, l'ADEME propose des aides. Alors là, ça dépend de chaque région. Il faut demander à son espace info-énergie qui sera le mieux placé pour vous répondre. Et tout à l'heure, on a parlé des annonces du nouveau gouvernement sur la rénovation énergétique. Il a été annoncé que les audits pourraient, à partir du 1er janvier, a priori, en tout cas à partir du prochain exercice budgétaire, bénéficier de crédits d'impôt. Pour les maisons individuelles y compris? Pour l'instant, plutôt y compris, je dirais même plutôt en priorité, je pense. D'abord parce qu'on malheureusement on oublie souvent la copropriété, on pense souvent aux maisons individuelles d'abord dans les dispositifs, mais aussi parce que comme pour les copropriétés de plus de 50 logements en chauffage collectif, c'était obligatoire. Il est très improbable que le gouvernement propose une aide alors que toutes ces copropriétés-là sont censées déjà l'avoir réalisée. Donc a priori, le crédit d'impôt qui sera proposé visera plutôt les maisons individuelles ou les petites copropriétés non concernées, mais pas celles qui obligatoirement devaient en réaliser un. Simplement, pour l'instant, ce sont des annonces et pas encore en détail, donc on ne sait pas ce qui sera exigé dans le cadre de ces audits qui pourraient a priori être subventionnés par le crédit d'impôt. Il est vraisemblable qu'on prenne le même taux de crédit d'impôt que ce qui existe aujourd'hui lorsqu'on isole, etc., c'est-à-dire 30%. Maintenant, on n'en sait encore rien. Selon quel périmètre et selon quelles conditions à préciser. Alors, on va continuer avec une question de Jean en Bretagne. Je me tourne vers toi, Julien, qui pose la question s'il existe des crédits travaux. Alors, est-ce qu'il existe des prêts dédiés? Est-ce qu'il existe des dispositifs bancaires dédiés? Et le cas échéant, est-ce qu'il existe des conditions spécifiques pour en bénéficier? Alors oui, des crédits pour les travaux, il en existe. En premier lieu, l'éco-prêt à taux zéro. Donc un prêt à taux zéro qui est plafonné à 30 000 € et à 15 ans d'annuité. Donc tout le monde peut a priori en bénéficier sans condition de ressources. Après, il y a d'autres conditions de ressources, qui sont liées à l'obtention de ce prêt, comme notamment l'année du logement. Tous les logements postérieurs à 1990 ne peuvent pas en bénéficier. Il y a d'autres petits détails que j'oublie certainement ici. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir son espace info-énergie pour se renseigner un petit peu sur tous ces détails à prendre en compte avant d'aller voir sa banque et de lui demander d'obtenir ce financement à taux zéro. Il y a des critères techniques aussi qui sont obligatoires à respecter. Notamment, il faut réaliser à minima 2 postes de travaux. 2 postes de travaux dont le niveau de performance est basé sur celui du crédit d'impôt. Par exemple, si on veut isoler la toiture, il faut au minimum mettre à peu près 30 cm, résistance thermique supérieure à 7, voilà. C'est la même chose pour l'éco-prêt à taux zéro. Cet éco-prêt à taux zéro, il est souvent pas suffisant du fait qu'il est limité à 30 000 €. Or, si on veut viser une rénovation globale et performante pour devenir le plus possible indépendant des fluctuations du prix de l'énergie et pour valoriser, améliorer vraiment la performance énergétique de son bien, il va falloir avoir recours des fois à un second prêt. Ce second prêt, ça peut être un prêt financé par le livret développement durable que toutes les banques peuvent fournir également sous des conditions qui varient. Là, les montants peuvent aller jusqu'à 50 ou 80 000 € et on peut financer via ces prêts-là un peu plus de travaux que les seuls travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro et les travaux induits. Par exemple, ça c'est vraiment sous condition. Qu'est-ce que tu appelles travaux induits justement? Voilà, alors par exemple, j'isole un mur, je ferme avec une plaque de plâtre, on fait des joints, on fait de la peinture. Alors la plaque de plâtre et les joints vont pouvoir peut-être être éligibles à l'éco-prêt à taux zéro, la peinture non. Ça n'est pas considéré comme un travaux induit. Dans le cadre de ces prêts financés par le livret développement durable, les critères sont vraiment différents et sont proposés par chacune des banques.
Donc peut-être que là, tous les travaux induits par une rénovation globale et performante pourraient être pris en charge par ces prêts-là. C'est vraiment à discuter avec sa banque. Donc en tout cas, à retenir qu'il n'existe pas un seul dispositif de financement spécifique, en tout cas pour envisager un projet de travaux de rénovation globale et performante, c'est-à-dire basse consommation. Oui, c'est ça. Finalement c'est ça. Et qu'au finalement, c'est en jouant sur plusieurs leviers, aide, prêt, épargne, que l'on va pouvoir trouver un plan de financement adapté. Est-ce que justement c'est sur l'outil dont tu parlais tout à l'heure, le simulateur, on peut jongler sur tous ces différents dispositifs? Tout à fait. On peut vraiment simuler déjà l'intérêt d'avoir recours à un prêt, surtout qu'aujourd'hui, les taux proposés sont très très bas. Donc il y a l'éco-prêt à taux zéro, on ne peut pas faire plus petit, zéro. Les prêts financés par le livret développement durable, qui en général tournent à moins de 2%, 1,5%. Qui sont donc très bas, bien plus bas que des prêts à la consommation, puisque c'est vraiment des prêts dédiés à la performance énergétique. Et puis, dans le cadre d'une acquisition-rénovation, aujourd'hui, la plupart des banques qui prêtent de l'argent quand même à taux très bas peuvent aligner la rénovation sur le prêt immobilier. Et encore une fois, on peut simuler, grâce à cet outil, l'intérêt finalement peut-être de ne contracter qu'un seul prêt calqué sur le prêt immobilier, qui serait par exemple à 1,8% mais sur 20 ans, eh bien en trésorerie, ça peut être plus avantageux pour le ménage plutôt que d'avoir un éco-prêt à taux zéro. Effectivement, on ne paye pas du tout de taux d'intérêt, mais on est limité à 15 ans. Et en trésorerie, le temps d'encaisser les économies d'énergie, ça peut être un peu plus tendu. Donc effectivement, cet outil, c'est pour ça que je disais que c'est un outil qui aide au plan de financement. Il permet de réfléchir un peu à tout ça en mettant en rapport et les économies d'énergie produites, les aides financières et le coût du prêt. Merci. Alors, on va continuer avec une question de Juan de Livry-Gargan. Alors, peut-être qu'il pense au financement citoyen des énergies renouvelables, puisqu'il te pose la question suivante. Raphaël, que pensez-vous du prêt entre particuliers pour financer des travaux de rénovation, notamment de rénovation énergétique? Est-ce que ça existe? Est-ce que la SEM Énergie Positive peut participer à ce type de dispositif? Alors, le prêt entre particuliers, on ne le fait pas, puisque par définition, ça se fait entre particuliers, et que nous, la SEM Énergie Positive, on propose des prêts bancaires, ou bientôt on proposera des prêts que l'on fait nous-mêmes. Entre particuliers, de fait, je connais peu, parce que nous n'intervenons pas. Je dirais qu'il faut quand même faire attention, parce qu'on parle de prêts sur des montants importants. Julien le disait, on va souvent être sur des prêts d'une vingtaine d'années. On parle d'investissement dans l'immobilier, donc il faut être prudent, savoir à qui on emprunte, dans quelles conditions, ne pas oublier que toute forme d'emprunt engage celui qui emprunte et que on voit bien comment ça fonctionne avec les établissements bancaires ou tous les organismes qui sont tous les établissements de crédit ou des sociétés de tiers financement, c'est ce qu'on fait, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure, sont très encadrés sur la manière d'informer les gens, sur la manière de les protéger aussi en tant que consommateurs. Quand on sort de ce circuit, on est moins protégé en tant que consommateur. Donc attention, maintenant si elle veut demander si Juan veut demander à ses parents, à son frère, à son cousin de lui avancer de l'argent parce qu'eux on a la capacité et pas lui, c'est à lui de voir quel risque il prend en faisant ça. Alors justement, il avait une question complémentaire sur l'obtention des prêts dont tu parles et sur l'accompagnement ou les prestations que peuvent proposer les organismes bancaires, vers lesquels aller et le cas échéant, y a-t-il des conditions, des contraintes ou sur la question de l'endettement, puisqu'on a parfois tendance à penser que la rénovation énergétique permet l'obtention de prêts indépendamment des conditions qui peuvent exister pour des prêts à la consommation ou autres. Vrai ou faux? Alors ça dépend des banques déjà. Le prêt, c'est un marché. Donc les banques vont se dire moi j'ai envie de développer ça parce que je considère que c'est un secteur de marché ou parce que je considère que j'ai une responsabilité parce qu'il faut rénover énergétiquement presque tout le parc français et donc j'ai une responsabilité en tant qu'acteur du financement. Donc elles vont proposer des produits qui vont être des produits de prêt. Souvent les taux d'endettement qui vont être proposés sont les mêmes que ceux qu'on rencontre partout, typiquement le 1 tiers ou 30% de taux d'endettement. Il y a quelques sociétés, quelques collectivités, des régions souvent, qui se sont dit, quand même, quand on investit dans la rénovation énergétique, on améliore la solvabilité du ménage.
parce que le ménage va avoir moins d'énergie à consommer. Nous, en moyenne, sur les copropriétés dont on s'occupe, on est à 50% d'économie d'énergie. Ils partent à peu près de 1 000 euros, donc ils économisent 500 euros par an. Donc quand on économise 500 euros par an, il nous reste plus d'argent à la fin. Donc il nous paraît un peu limitatif d'utiliser le même taux d'endettement pour aller s'acheter en prêt à la conso une voiture qui va plutôt nous coûter de l'argent que nous en économiser, ou un canapé, que pour faire de la rénovation énergétique. C'est pourquoi il nous semble intéressant de pouvoir aller un petit peu plus loin en taux d'endettement lorsque c'est pour de la rénovation énergétique. C'est ce que font certaines sociétés de tiers-financement, je l'expliquerai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais sinon c'est les règles propres aux banques qui généralement sont les règles classiques et qui vont être, alors idéalement sur un prêt immobilier parce que c'est là qu'on a les taux les plus bas, mais c'est seulement au moment d'une acquisition qu'on va y arriver, ou alors sur des prêts de travaux qui sont quand même un peu plus bas souvent que des prêts à la consommation. Aujourd'hui, étant donné que les taux sont généralement bas, un prêt de travaux ne va pas coûter extrêmement cher, mais sur un temps long, ça peut ne pas être négligeable. Justine de Lyon avait justement des questions par rapport à l'éco-prêt à taux zéro. Tu as précisé tout à l'heure, Julien, quelles étaient les conditions pour en bénéficier. Globalement, est-ce qu'il y a eu des évolutions sur 2017 ? Non, la principale évolution qu'il y avait eu, donc vous l'aviez annoncé dans votre émission, c'était que en début d'année, c'était que l'éco-prêt à taux zéro était vraiment calqué sur les mêmes critères que le crédit d'impôt, ce qui était une bonne chose. Les critères techniques, voilà, tout à fait. Donc, comme je disais, la résistance thermique à mettre dans une toiture, ou vraiment sur les postes à respecter. Au niveau des travaux induits, ça n'a pas bougé. Donc encore une fois, ça c'est assez complexe. Qu'est-ce qui est induit, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est vraiment important de passer par son espace Info-Énergie pour vérifier tout ça et commencer à pré-remplir un dossier qu'on remplira, que le ménage sera amené à remplir de toute façon après avec ses artisans ou son maître d'œuvre pour le faire ensuite valider par la banque. Concrètement, comment vous faites en tant qu'espace Info-Énergie sur le département du Rhône pour accompagner un ménage? C'est-à-dire que vous partez des devis, vous remplissez un dossier, comment ça fonctionne? Sur notre site internet, comme sur beaucoup de sites internet d'espace Info-Énergie, on a tous les formulaires accessibles en ligne. Donc en général, de toute façon, ils sont à remplir et à signer, à tamponner par les entreprises. Nous, on va informer le ménage de tous les critères techniques qui vont devoir figurer sur les devis et ensuite sur les factures pour que la banque, lorsqu'elle va effectuer ses contrôles, ne pose pas de problème. Aujourd'hui, c'est vrai que l'éco-prêt à taux zéro est souvent décrié parce qu'on dit qu'il y a une complexité, que les banques sont frileuses, etc. Il y en a quand même un certain nombre qui se réalisent chaque année. Et ça se fait, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, les professionnels, grâce à la formation RGE, sont de plus en plus formés. Normalement, ils sont censés savoir détailler quand même ce qu'il faut comme descriptif administratif pour que les devis passent, c'est-à-dire séparer la main-d'œuvre et le matériel, bien préciser le nombre de mètres carrés, la TVA, voilà, faire figurer la performance énergétique de la chaudière, dite ETAS, etc. Bon, c'est des choses comme ça qu'on va mettre en point de vigilance auprès du ménage, éventuellement sur ces devis en disant attention, là, ça ne sera pas conforme, ça ne va pas passer, dans le but de faciliter le circuit, rassurer le prêteur, voilà. Est-ce que ces types de prêts, les éco-prêts à taux zéro, existent également dans le collectif en copropriété, Raphaël? Alors oui, si Justine m'y autorise, je vais couper sa question en trois. Je vais expliquer ce que c'est qu'un prêt collectif, en général, après ce que c'est qu'un éco-prêt à taux zéro collectif, et puis je donnerai un exemple. Donc ça veut dire que je te demande un petit peu plus de temps que sur les questions moyennes. C'est accordé. Si je la coupe en trois. La première chose, un prêt collectif, c'est un outil un petit peu particulier qui s'applique et qui est extrêmement utile aux copropriétés. C'est-à-dire que si une copropriété veut faire des travaux, elle a la possibilité de faire un emprunt collectivement à l'échelle du syndicat de copropriété. Alors, plus c'est une grosse copropriété, plus ça va être utile. Sur une copropriété de 4-5, je ne suis pas certain que ce soit l'outil optimum. Mais quand elle commence à être un petit peu grosse, cette copropriété, ça va permettre de faire un seul dossier de prêt. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en Assemblée générale, on va voter le programme de travaux et ensuite, on va voter le prêt collectif qui permet de financer ce programme de travaux. Les ménages, ensuite, vont tous individuellement dire « Eh bien, moi, sur cet emprunt, j'aurais besoin de 3 000 euros, de 5 000 euros, de 12 000 euros. Moi, j'aurais besoin de 0 parce que j'ai de l'épargne. » Chacun va décider de ce qu'il veut. Donc, c'est un prêt collectif à adhésion individuelle. Donc, à la carte. À la carte, exactement. Sachant qu'on n'a pas le droit de dépasser sa quote-part. Si vous avez une quote-part de 22 000, vous ne pouvez pas emprunter plus de 22 000. Mais vous empruntez ce que vous voulez entre 0 et 22 000. Et ce que vous voulez, je dirais même
indépendamment de votre état de santé et de votre âge, parce que la plupart des banques ne font pas d'analyse individuelle de la situation du ménage. Pourquoi ? Parce qu'il y a obligatoirement ce qu'on appelle une caution. Parce que les gens qui connaissent bien la copropriété vont dire, attendez, je fais un prêt collectif, mais si mon voisin ne paye pas ses charges, ne rembourse pas ce prêt collectif, qui est-ce qui va payer ? Voilà. Donc la loi a prévu ça, elle a dit, ok, les prêts collectifs, ça peut exister parce que ça va faciliter l'entretien des copropriétés par ce prêt simplifié à l'échelle collective, mais il faut protéger les ménages pour que si un des copropriétaires ne rembourse pas, ce ne soit pas son voisin ou ses voisins qui deviennent responsables de sa dette. Donc il y a une caution obligatoirement à chaque fois qui va se substituer automatiquement à un copropriétaire défaillant. Si un copropriétaire ne rembourse pas, c'est la caution qui va payer tout, qui va solder le prêt à sa place et qui va faire son affaire de la dette, donc voir avec le copropriétaire comment faire pour qu'il rembourse. Donc ça veut dire que la banque finalement ne prend pas si gros risque que ça, elle va simplement faire une analyse de toute la copropriété au début. Si c'est une copropriété où il y a 20% d'impayés, ça va être un peu compliqué, mais elle va surtout analyser la viabilité du projet de la copropriété et pas les ménages individuellement. En tout cas, l'usage, parce que chaque banque fait ce qu'elle veut, mais l'usage, c'est que jusqu'à 21 500 €, on ne fait pas d'analyse individuelle des ménages, donc on ne regarde pas la situation des ménages, indépendamment de 2 critères. Il y a quand même 2 critères qui sont ne pas être inscrit à ce qu'on appelle le fichier des impayés, donc le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, et être à jour de ses charges. Parce que la logique de la plupart des banques, c'est de dire si cette personne ne paye pas ses charges quotidiennes... Il n'y a pas de raison qu'elle le rembourse. Voilà, il y a un risque important. Mais au-delà de ça, ça en fait un outil extrêmement puissant parce que les personnes âgées, les personnes malades, etc. auront quand même droit au prêt. Et en plus, je parle de personnes âgées ou malades, mais aussi les jeunes ménages, parce que très souvent, les jeunes ménages, c'est ceux qui ont acheté récemment et qui sont déjà au plafond d'endettement. Et eux vont dire, mais attendez, on a voté des travaux, moi je dois cet argent de toute façon. C'est pas faire un prêt qui va me mettre en situation d'endettement. C'est la décision collective qu'on a prise de payer les travaux. Ces 20 000 € de travaux, je les dois. Ce n'est pas de faire un prêt qui pourrait me mettre en difficulté. Ça peut seulement m'aider de faire un prêt. Donc, c'est plutôt malin d'avoir ce dispositif. Et il est aujourd'hui très efficace. Il n'est pas si simple à mettre en place. Il faut souvent se faire un petit peu accompagner. Mais ça peut être très efficace pour la réalisation de travaux. Et quand on dépasse 21 500 € par ménage, ce qui n'est pas si fréquent, là, il y a une analyse plus classique sur la capacité de remboursement. Ça, c'était le prêt collectif. Prêt collectif, classique, un prêt de marché que certaines banques proposent. Alors, je ne les connais pas toutes. Moi, je travaille en Ile-de-France. Il n'y a pas beaucoup de banques qui le proposent. Ce n'est pas un très gros marché. Il y a Domo Finance, Crédit Foncier, Caisse d'épargne Ile-de-France. Comme ça, on les a toutes citées. Ensuite, l'éco-prêt à taux zéro. À taux zéro. Voilà. Il existe depuis plusieurs années un éco-prêt à taux zéro. Julien en a pas mal parlé. C'est-à-dire que les banques vont distribuer un prêt à taux 0% et l'État va payer la banque pour les intérêts qu'elle n'a pas perçus. Et comme ce prêt a fonctionné plus ou moins bien dans la maison individuelle, les copropriétaires ont dit mais c'est quand même injuste que nous, on n'ait pas accès à cet outil-là. Il faudrait que les prêts collectifs puissent de la même manière bénéficier de ce paiement des intérêts par les banques pour que les banques puissent proposer un éco-prêt à taux zéro collectif. Ça a mis un petit peu de temps à être mis en place et ça l'est depuis peu de temps. Le premier a été signé en décembre dernier. Donc c'est tout frais. C'est très récent. Donc les suivants doivent arriver. On met un peu de temps à voir les statistiques parce qu'en copropriété, les projets sont un petit peu longs. Mais c'est la même logique. C'est un prêt collectif, comme j'ai décrit. La seule différence avec le processus que j'ai décrit, c'est que les intérêts sont pris en charge par l'État. Donc il est à taux zéro. Mais en échange, l'État va être très exigeant sur les travaux qui sont financés. Il faut absolument qu'on soit sur une logique bouquet de travaux ou atteinte d'une performance globale. Donc on fait plusieurs travaux en même temps. Exactement. Et approche globale du bâtiment. Donc plusieurs travaux en même temps, passer par des entreprises qui sont RGE, c'est-à-dire reconnues garantes de l'environnement, qui ont une certification qui montre qu'ils connaissent un minimum les pratiques pour poser de l'isolant, etc., sur leur corps de métier. C'est ça les 2 principales conditions. Il y en a quelques autres, mais les 2 plus grosses, c'est ça. Bouquet de travaux, approche globale, certaines performances sur les travaux et il y a des artisans RGE, des entreprises RGE. Et donc justement, vous travaillez, vous avez vous en tant que SEM Énergie Positive participé à accompagner des copropriétés sur ce type de dispositif? Tout à fait, on en met en place. Alors comme c'est un petit peu long, ils ne sont pas encore totalement signés, mais on est en train d'en mettre en place, par exemple pour une copropriété dont on a inauguré le début du chantier, ou en tout cas la pose de la première pierre du témoin il y a quelques mois, à Soisy-sous-Montmorency. Donc c'est une copropriété, on va dire assez classique pour nous, d'une 50aine de logements, 48, qui fait une rénovation BBC, donc bâtiment basse consommation, qui a des bonnes normes, un bon niveau de consommation, de performance après travaux.
c'est une copropriété assez classique entre les années 50 et 80, qui était plutôt une belle copropriété quand elle a été construite, mais elle vieillit comme tous les bâtiments, et les copropriétaires se sont dit, il faut qu'on rénove notre bâtiment sous tous les aspects, il faut qu'on traite les pathologies du bâtiment, les fissures, les infiltrations, etc. Et il faut qu'on se mette au niveau des normes que vont attendre des nouveaux acheteurs aujourd'hui, mais pas seulement des nouveaux acheteurs aujourd'hui, aussi des nouveaux acheteurs dans 20 ans, parce que cette rénovation, c'est un peu lourd à mettre en place. On ne va pas la refaire dans 20 ans. Donc il faut se dire qu'on pense à ce qu'est un acheteur de 2017, et il faut essayer de s'imaginer ce que c'est qu'un acheteur de 2037. Alors évidemment, c'est un peu théorique. On n'a pas tout à fait la réponse. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les bâtiments neufs, aujourd'hui, sont performants, voire très performants. Il y a des réglementations sur le neuf qui sont très bonnes. Et des bâtiments neufs, il y en a de plus en plus. Et quand à côté d'une copropriété, il se construit un bâtiment neuf, l'acheteur potentiel va dire, alors je prends des prix au hasard d'Île-de-France, mais attends, sur le neuf, là, on est à 5 000 € par mètre carré. Je ne vais sûrement pas aller payer 5 000 ou 4 500 pour un bâtiment un peu ancien, qui est très consommateur, qui a mal été rénové. Donc, plus il va y avoir de neufs ou de bâtiments bien rénovés à côté, plus la valeur d'un bâtiment mal rénové va décrocher sur les questions d'énergie et sur le reste. Donc, ça a été cette approche de il faut faire une rénovation globale pour mettre le bien au niveau de ce qui va devenir la norme progressivement, c'est du bâtiment très performant. C'est vraiment cette logique de tout le parc va devoir l'être bientôt. Ceux qui ne l'auront pas fait, ceux qui vont le faire en premier vont avoir une prise de valeur. Ceux qui ne l'auront pas fait vont avoir une perte de valeur très importante. On a des copropriétés, moi je trouve que c'est un indicateur intéressant, qui nous disent tous les parcs sociaux à côté de nous sont rénovés, tout le monde croit que c'est nous les HLM, il faut qu'on rénove. Et ils pensent à cette approche esthétique et à l'approche, puisqu'on veut faire de l'esthétique, on va faire de l'énergie en même temps, parce qu'aujourd'hui ça n'a aucun sens de rester dans les passoires énergétiques. Et à l'approche, on va traiter les pathologies, parce qu'un bâtiment ça vieillit. Je vais dire, c'est comme les humains, sauf que les bâtiments, on peut les rénover presque comme neufs. C'est plus compliqué. Donc ça crée une émulation finalement entre collectifs. Ouais, exactement, et cette logique d'essayer de remonter le niveau global du parc. Un bâtiment, ça peut durer plusieurs siècles, mais il ne faut pas croire que ça dure plusieurs siècles sans rien faire. Il faut réinvestir peut-être entre 5 et 20% de sa valeur tous les 30, 40, 50 ans si ça a été très bien fait, mais il faut réinvestir régulièrement dans un bâtiment. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire à Soisy-sous Montmorency, dans cette résidence du parc. Ils vont diviser par un petit peu plus de 2 leur consommation d'énergie avec un programme global, isolation de toutes les façades, changement des fenêtres, chauffe-eau solaire, changement de la chaudière et pose d'une ventilation mécanique, parce que très souvent ces bâtiments entre les années 50 et 80 n'en sont pas équipés. Or, aujourd'hui, le niveau d'attente en matière de qualité de l'air intérieur a augmenté. On a progressé là-dessus, on en sait plus. Et on sait que si on veut assurer une qualité de l'air intérieur satisfaisante, il faut un bon renouvellement de l'air. Et on en profite évidemment quand on fait cette rénovation énergétique et esthétique, etc., pour faire une rénovation qui va inclure les questions de ventilation et donc améliorer le confort et la qualité de l'air intérieur. Donc c'est vraiment cette approche globale qu'il faut avoir du bâtiment. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est sur cette copropriété qu'on monte un éco-prêt à taux zéro qui ne va pas tout financer. Quand on regarde le programme global, j'ai arrondi, on est à 1 million d'euros à peu près, et on va avoir à peu près la moitié en subvention collective pour la copropriété, individuelle pour les ménages. Donc crédit d'impôt par exemple. Exactement, crédit d'impôt notamment. Et en simplifiant un peu, on peut dire qu'un ménage qui n'a pas de problème d'argent majeur, qui est moyen ou aisé, va avoir à peu près 20% d'aide. Un ménage qu'on dit à revenu modeste va avoir à peu près 40%, et un ménage à revenu très modeste va avoir à peu près 60%. C'est très schématique, hein. C'est à peu près les taux qu'on retrouve en moyenne. Donc ça fait que chacun est aidé un petit peu en fonction de ses niveaux de revenus, mais tout le monde est aidé, ce qui fait que le projet est faisable pour tout le monde. Et ce qui reste à financer, entre 80 et 40% selon le niveau de revenu des ménages, va être apporté soit par de l'épargne, pour les gens qui en ont, qui ont la chance d'en avoir, soit par du prêt, généralement du prêt collectif, idéalement l'éco-prêt à taux zéro, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, et puis ensuite du prêt classique, parce que ça a été déjà dit, l'éco-prêt à taux zéro est assez restrictif, il ne peut pas couvrir toutes les interventions, parce que comme l'État le bonifie, il est très regardant sur ce qu'il couvre. Donc on a toujours un éco-prêt à taux zéro et un prêt classique en complément. Et puis il faut penser aussi à ajouter un autre élément sur les aspects de financement, c'est l'avance des aides. Beaucoup de ces aides vont arriver en fin de travaux. Alors pour la plupart des ménages, ça ne va pas les arranger, mais ils pourront s'en sortir. Mais pour les ménages les plus modestes, les aides des ménages modestes, en général, par définition, un ménage modeste n'a pas 15 ou 20 000 euros qui traînent sur un compte ici ou là. Donc c'est important pour ces ménages, encore plus que pour les autres, de trouver des systèmes pour leur avancer les aides et pas seulement leur dire « vous inquiétez pas, vous allez avoir des très gros taux d'aide, mais ce sera dans 2 ans ». Donc là, certains font ces avances des aides. Énergie Positive propose à tous les ménages modestes et très modestes de leur verser les aides avant les premiers appels de charges en copropriété.
Est-ce que justement, en maison individuelle, l'outil, le simulateur éco-rénové peut permettre de mieux comprendre à quel moment on aura besoin d'argent pour justement payer les entreprises, pour connaître au fur et à mesure les flux de trésorerie? Alors justement, on peut voir sur cet outil, c'est en ça qu'il est intéressant, le flux de trésorerie qui va être représenté après travaux, donc avec une facture d'énergie réduite et un remboursement de prêt. Et ce qu'on s'aperçoit là, c'est que les économies d'énergie peuvent, dans pas mal de cas, arriver à rembourser le coût d'un prêt. Surtout, et c'est primordial, si on va investir les aides financières qu'on va toucher dans le remboursement du prêt pour baisser les mensualités. Je veux dire, aujourd'hui, ça a été dit, tout le monde a droit à des aides financières, plus si on est modeste, un peu moins si on n'est pas modeste, mais tout le monde a droit à des aides. Et la base du calcul, c'est de dire qu'on réinvestit ces aides financières dans le prêt. Ça rassure aussi les banquiers qui souvent ne veulent pas entendre parler des aides financières parce qu'ils disent que c'est des dispositifs compliqués. C'est pas stable. Voilà, on ne sait pas si les particuliers vont en bénéficier ou pas. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va s'acheter une voiture et dépenser plus d'argent, partir en voyage Donc c'est aussi une des bases, c'est de pouvoir envisager dès le départ que ces aides financières, on va les réinvestir directement dans le remboursement du prêt. Ça se négocie aussi à l'avance avec la banque. Aujourd'hui, il n'y a quand même plus trop de problèmes pour avoir des remboursements anticipés sans frais ou sans frais importants qui permettraient de ne pas le faire. Voilà, pour finir sur cet outil, pour continuer plutôt sur cet outil d'éco-rénové.org, c'est vrai que tout ce qui est simulation de prêt, c'est finalement, je dirais, le plus simple. La partie un peu qui est peut-être la plus complexe, c'est la partie de la consommation envisagée après travaux, qui là n'est pas évidente il y a une case à remplir qui n'est pas évidente à remplir pour un particulier qui serait seul face à cette case-là, qui n'aurait pas été accompagné par un professionnel, d'où l'intérêt d'aller consulter son espace Info Énergie pour évaluer à peu près au doigt mouillé à combien on va se situer en consommation après travaux en consommation d'énergie. Voilà, exactement. Alors, peut-être une dernière question sur les prêts, puisque on a abordé différentes typologies en individuel et en collectif. Question d'un Montreuillois qui te demande, Julien, qu'est-ce qu'un crédit développement durable travaux, et est-ce que ce type de prêt peut être intéressant? Alors, je comprends à travers cette question, le crédit développement durable, ce sont les prêts financés par le livret développement durable, et qui sont donc des prêts très intéressants puisqu'ils ont été permis grâce à cette épargne qu'il y a sur les livrets développement durable pour produire des prêts à faible taux. Normalement, ils sont censés se situer à peu près un point en dessous des prêts immobiliers. Donc aujourd'hui, les prêts immobiliers sont tellement bas que leur intérêt peut être tout relatif. En tout cas, ils continuent d'exister et ils sont bien plus intéressants que des prêts à la consommation dont les taux peuvent vite s'envoler. Donc ça rejoint la réponse que tu fais tout à l'heure sur au moment des différents types de crédits travaux et des taux aujourd'hui plutôt intéressants pour les travaux, a fortiori de rénovation. Julie, qui habite Saint-Quentin en Yvelines, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'une plateforme de la rénovation énergétique, un dispositif dont on a entendu parler, et elle souhaite savoir si elle peut en bénéficier en tant que particulier. Raphaël, est-ce que tu peux lui apporter quelques réponses? Alors oui, quelques réponses. Une plateforme de rénovation énergétique, c'est des dispositifs publics mis en place par les collectivités locales pour essayer d'un côté de contribuer à informer les ménages et à les sensibiliser, ce que fait l'espace Info Énergie dont on a parlé, mais aussi de contribuer à organiser l'offre de travaux, c'est-à-dire encourager les professionnels à se former, à faire des offres qui répondent à la demande, à mettre les deux en relation, à essayer de mobiliser les banques autour de ça, donc animer à l'échelle d'un territoire l'offre et la demande autour de la rénovation énergétique. Et à des échelles locales forcément parce qu'elle est à Saint-Quentin en Yvelines. À Saint-Quentin en Yvelines, on n'aura pas les mêmes besoins que dans une zone très rurale, que dans un centre urbain, donc c'est vraiment une approche
local. De mémoire, à Saint-Quentin en Yvelines, il existe une plateforme de rénovation énergétique. Exactement, parce que, la plateforme Repère Habitat. Voilà. Donc, comment savoir si je peux en bénéficier? Si elle en a une sur son territoire, elle peut en bénéficier. Donc, la plateforme Repère Habitat qu'elle peut contacter, qui doit être animée par l'Agence locale de l'énergie de Saint-Quentin en Yvelines. Exactement. Donc, c'est ça la réponse là-dessus. Ça existe également pour les copropriétés? Ou on parle spécifiquement d'habitat individuel? Non, en fait, chaque territoire va définir ce qu'il considère devoir traiter localement. Il y a une plateforme, par exemple, à Paris, sur la rénovation énergétique, animée par l'Agence parisienne du climat. À Paris, ils n'ont pas choisi de prioriser la maison individuelle. Donc ça dépend à chaque fois du territoire et des orientations qui ont été prises pour répondre aux besoins sur le territoire. Julien, dans le Rhône, comment ça se passe? Est-ce qu'il existe des plateformes de la rénovation énergétique? Et le cas échéant, est-ce qu'elles proposent des dispositifs financiers particuliers, que ce soit en termes de prêts, d'accompagnement financier, d'aide? Tout à fait. Donc, comme le disait Raphaël, les plateformes, c'est vraiment territorialisé, donc il en existe un peu partout en France. La plupart du temps, l'espace Info-Énergie est la porte d'entrée de ces plateformes-là et souvent peut être impliqué plus ou moins en fonction des territoires. Sur Lyon, la métropole de Lyon et le département du Rhône à côté, nous, il y a 5 dispositifs locaux de plateformes. Donc oui, ce territoire est beaucoup engagé. Et aujourd'hui, alors il n'y a pas encore de dispositif qui faciliterait par exemple le prêt ou l'avance de subventions. Par contre, il y a des subventions qui vont varier en fonction de là où on habite. Si on habite directement dans Lyon, dans la métropole, ou dans le Beaujolais, dans les Monts du Lyonnais à côté. Merci. Raphaël, une question complémentaire peut-être pour poursuivre sur les plateformes. Une question qui nous est posée à propos d'un dispositif alsacien qui s'appelle Octave. Est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque je crois qu'il y a aussi une offre de financement qui est adossée à la plateforme. Ce n'est pas simplement un dispositif d'accompagnement des ménages sur la rénovation énergétique, notamment d'un point de vue technique, mais il y a également une offre financière. Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça existe, le cas échéant, dans d'autres régions? Alors oui, Octave, c'est le nom de la société de tiers-financement alsacienne historiquement, mais grand-estienne maintenant, parce qu'elle s'étend aux régions avec lesquelles elle a fusionné. Le principe du tiers-financement, c'est de mettre en place à une échelle plus ou moins locale, souvent régionale, des solutions groupées, techniques et financières pour les ménages. Parce qu'on s'aperçoit, ça a été dit pas mal de fois, que ce n'est pas très simple de monter un projet, soit monter un projet technique, puis on va aller voir une banque qui va dire « mais non, pas du tout, ça je ne vous le finance pas, renvoyez votre projet ». Puis on va aller revoir le projet technique et souvent le propriétaire va un peu tourner en bourrique parce que c'est pas simple et parce que il risque de s'arrêter en route vu la complexité c'est compliqué. du projet. Exactement. Donc l'idée c'est de fournir des solutions tout en un, techniques et financières. Alors là encore, comme on a des échelles régionales, les sociétés de tiers-financement sont adaptées à l'habitat de leur territoire. Octave, dans le Grand Est, s'occupe principalement de maisons individuelles, s'occupe de maisons individuelles. En Ile-de-France, Énergie Positive s'occupe uniquement aujourd'hui, en tout cas, de copropriété, parce que l'habitat francilien, ce n'est pas uniquement de la copropriété, mais beaucoup. Et puis il y en a d'autres, Arte qui est dans toute la Nouvelle-Aquitaine, il est en train de s'en créer sur la métropole de Bordeaux et puis dans pas mal d'autres régions, et puis il y en a une assez ancienne en Picardie. Donc ces sociétés vont faire de l'offre tout en un. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute la conception du programme de rénovation énergétique pour la copropriété en leur montant tout le programme de rénovation du point de vue architectural, du point de vue bureau d'études, thermique, fluide, du point de vue de l'ingénierie financière, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que pour les copropriétés, y compris les grosses, enfin même uniquement les grosses, on va faire des plans de financement individuels qu'on va en permanence adapter au programme de travaux qui lui-même bouge avec le temps. On met un an en lien avec le conseil syndical des copropriétés, avec l'assemblée générale des copropriétaires pour définir le programme de travaux qui leur ira. Et on fait bouger le plan de financement en permanence. Et puis le plan de financement, avant l'assemblée générale, on le fait à l'échelle de chaque propriétaire. On peut aller jusqu'à plusieurs centaines de logements. Dans ce cas-là, on fait plusieurs centaines de plans de financement individuels qu'on envoie avant l'assemblée générale. Et chacun voit précisément que dans son cas, sa quote-part s'étend, le niveau des aides auxquelles il a droit du point de vue de sa situation individuelle s'étend, son reste à financer s'étend, et puis on va toujours adopter une logique de coût mensuel.
on ne va pas dire, en tout cas, pas se concentrer sur l'investissement. Évidemment que l'investissement, il faut le dire, si ça coûte 25 000 euros, il faut dire que ça coûte 25 000 euros, mais le principal sujet, c'est vous faites de l'amélioration de l'habitat, donc c'est un investissement important. Combien ça va vous coûter sur la durée de votre prêt, sur 15 ans, peut-être demain sur 20 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 15, et montrer que ça doit être finançable pour tout le monde. Nous, on est en copropriété, ça doit être finançable par tous les copropriétaires, pas que par la moitié la plus riche. Et donc, notre objectif, c'est d'essayer le plus possible de faire couvrir les investissements par les économies d'énergie. Alors, ce n'est pas toujours possible. On s'aperçoit qu'on y arrive presque toujours pour les ménages qu'on dit très modestes, ceux qui ont le plus haut niveau d'aide. En moyenne, on est souvent après travaux pour entre 0 et un gain de 50 euros par mois pour les ménages très modestes. Pour les ménages dits modestes, on va plutôt être autour de 0 ou un petit peu plus de 0, quelques dizaines d'euros au plus pour les ménages modestes par mois. Et pour les ménages dits aisés ou moyens, entre 50 et 100 euros par mois. Là, je donne des grandes moyennes, mais c'est pour dire... de plus en l'occurrence. Voilà, de plus, en comptant les économies d'énergie. Donc c'est un coût accessible pour a priori tout le monde, en fonction du niveau de revenu des ménages dont j'ai parlé, et qui va permettre, au-delà des économies d'énergie, une amélioration importante de la qualité du bien, et donc une prise de valeur pour ceux qui ont une entrée économique, une amélioration environnementale pour ceux qui ont une sensibilité environnementale, une amélioration aussi du point de vue confort et social, c'est-à-dire pour les ménages peuvent vivre avec un certain confort dans leur logement. Donc, et puis aussi, surtout avec l'intérêt de mettre du quotidien dans le plan de financement en raisonnant sur des montants qui s'intègrent à un budget mensuel et en parlant de plus ou moins 50 euros. Exactement. Ce qui donne du sens à cette démarche. Julien, je me tourne vers toi pour une question complémentaire de Joël de Roubaix sur les offres d'isolation des combles à 1 euro. Des offres qui existent un peu partout dans les territoires. Est-ce une arnaque ? Est-ce que c'est un dispositif qui est à déployer, que vous conseillez ? Alors non, c'est pas forcément une arnaque. C'est vrai que ça peut surprendre. J'isole mes comptes pour 1 euro seulement. Donc en fait, c'est un dispositif qui est soumis à conditions de ressources. Et il est réservé donc aux ménages plutôt très modestes. Et en fait, il est financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc il n'y a pas de miracle en fait. L'entreprise va valoriser des certificats d'économie d'énergie et grâce à un partenariat national peut arriver à offrir cette prestation pour 1 euro seulement aux ménages les plus modestes. Il faut juste avoir quelques points de vigilance par rapport à ces offres-là. D'une part, veiller à ce que les produits proposés correspondent bien aux caractéristiques techniques qui sont attendues aujourd'hui pour avoir une isolation de qualité. Donc on peut se reporter encore une fois aux caractéristiques techniques qui sont attendues dans le crédit d'impôt. Et il faut que sur les devis et factures figure exactement la même chose dans ces combles à 1 euro. Donc c'est notamment la résistance thermique, mais aussi si c'est de l'isolant qui va être soufflé, un point de vigilance sur la densité de ce qui va être soufflé, etc. L'autre point de vigilance qu'il faut avoir, c'est que comme la cible, ce sont des gens qui sont éligibles aux aides de l'ANA, si elles donnent leur certificat d'économie d'énergie à cette entreprise-là, elles ne pourront pas les donner à l'ANA et donc bénéficier d'aides de l'ANA qui permettraient de faire des travaux un peu plus globaux, plus ambitieux que de faire simplement la toiture. Donc dans certains cas, ça peut valoir le coup. Encore une fois, je crois que la porte d'entrée, là aussi, c'est bien l'espace info-énergie pour envisager un peu le projet de manière globale. S'il ne reste plus que ça à faire et qu'on est éligible, je dirais, à la limite, pourquoi pas. C'est quand même des cas assez rares. Et du coup, avoir un petit peu une vue globale sur son projet et se dire, est-ce que je pars plutôt sur un accompagnement ANA et je valorise mes C2E via l'ANA, ou est-ce que avec les points de vigilance technique que je viens de dire, je bénéficie de cette offre à 1 euro ? Raphaël, on parlait des questions de l'ANA notamment. Est-ce que c'est un lien avec le chèque énergie qui a été également un sujet avancé par le gouvernement ces dernières semaines ? Effectivement. Est-ce que c'est un outil de financement pour les travaux de rénovation énergétique ? Ouais, j'ai oublié le chèque énergie dans les nouvelles annonces, j'en suis désolé. Alors, ce n'est pas vraiment un outil de financement pour les travaux de rénovation énergétique, quoique. L'idée, c'est de dire que l'énergie est un bien de première nécessité, ce n'est pas un luxe, l'accès à l'énergie, et donc que c'est aidé pour les ménages qui ont des revenus bas. Ce qui est aidé, a priori, c'est le paiement des factures.
Simplement, quand ce dispositif a été mis en place, avec cette logique de faire un chèque énergie, c'est-à-dire un dispositif de paiement dédié, un peu comme les tickets resto. Avec les tickets resto, on peut payer que de l'alimentation. Avec le chèque énergie, ça a été créé pour que les ménages sous un certain niveau de revenu puissent payer leur facture d'énergie. Sauf que le législateur, en rédigeant ça, s'est dit c'est quand même dommage qu'on leur permette seulement de payer de l'énergie. Il faudrait leur rendre possible le fait de payer des économies d'énergie aussi avec. L'approche est saine, salutaire. En pratique, ce chèque énergie, je n'ai pas exactement en tête, mais on va être à 150, 250 euros par an maximum. C'est, à mon avis, toujours très inférieur aux factures d'énergie. Donc les factures d'énergie vont toujours tout absorber. Et par ailleurs, pour payer des économies d'énergie, c'est un peu voilà, difficile c'est un peu difficile. Donc l'idée est bonne, mais en pratique, je pense que tout ce qu'on a cité depuis le début va beaucoup mieux fonctionner. J'en profite pour souligner que ce soit sur le dispositif d'isolation des combles à 1 euro d'un côté ou sur la question du chèque énergie de l'autre côté, vous trouverez également beaucoup d'informations sur le site du Clair, sur clair.org, qui a recensé et fait un point justement sur ces différents dispositifs. On continue avec la question des petites copropriétés que l'on ne sait pas toujours très bien dans quel cas les mettre en termes d'accompagnement, puisque ce ni de la maison individuelle ni des copropriétés d'une certaine taille avec des possibilités de mutualisation. Et donc on a une question de Gérard d'Ivry-sur-Seine. Pour une petite copropriété, quels conseils pouvez-vous donner pour la rénovation globale en termes de financement et de méthodologie? Par qui peut-on se faire accompagner? Et est-ce qu'il faut se faire accompagner par un architecte dans ces cas-là? Alors Raphaël, quels sont les conseils que tu peux lui donner? Alors, je ne connais pas exactement la taille de la petite copropriété. Effectivement, si c'est 2 ou 3, on est quasiment sur une logique maison individuelle. Et dans ce cas-là, l'architecte peut être utile, mais on peut faire sans. Si ça commence à être plus gros, je pense qu'il est sain d'avoir un architecte, un maître d'œuvre qui va les aider à coordonner les travaux. Mais ne pas oublier qu'en général, et surtout en copropriété, il faut penser à additionner les 3 compétences que j'ai citées au début, le côté architecte, le côté bureau d'études et le côté ingénierie financière. Il tombe plutôt bien, Gérard, parce qu'à Ivry-sur-Seine, il est dans le département du Val-de-Marne, qui a mis en place pas mal de choses et qui a une plateforme qui a un acteur qui s'occupe de répondre et d'accompagner les copropriétés, qui est le CAUE 94. Donc en appelant le CAUE 94, il aura tout l'accompagnement et toute l'information qu'il lui faut, en particulier pour lui qui tombe effectivement un petit peu entre deux, en n'étant ni une grosse copro ni une maison individuelle. Pour terminer cette émission, on va prendre une dernière question qui concerne justement la question de l'accompagnement et de savoir dans quel cas il est utile, conseillé de recourir à un architecte ou un bureau d'études thermique notamment. Julien, je me tourne vers toi en maison individuelle ou en petit collectif dans les accompagnements que tu peux faire. Est-ce que le recours à ces professionnels est conseillé et souhaité, systématique? Alors, moi, je dirais que recourir à un maître d'œuvre, un architecte, un bureau d'études thermiques qui réalise de la maîtrise d'œuvre, c'est toujours un plus dans la mesure où cet acteur est bon, dans la mesure où il va maîtriser un petit peu la rénovation globale et performante, ce pourquoi on l'appelle ici, c'est-à-dire pour aider le particulier, le ménage, à réaliser une rénovation globale et performante qui va nécessiter forcément un petit peu de la coordination d'acteurs sur le chantier, mais qui va nécessiter aussi un peu d'anticipation et de la prescription, notamment sur les travaux à réaliser. En maison individuelle, est-ce que c'est nécessaire? Disons plutôt que ça va dépendre aussi de la maison et puis des ménages. Si on est en présence d'une maison pavillonnaire qui n'a pas de caractère, qui est dans une zone où il n'y a pas d'enjeu architectural et qu'en plus... je dirais, et où qu'on est face à un ménage qui connaît un petit peu le monde de la rénovation, qui est capable de se débrouiller pour faire son prêt, juste obtenir ses aides avec l'aide de l'espace Info-Énergie et faire appel à 3-4 entreprises qui vont réaliser les travaux, là, il n'y a pas de nécessité. Dans tous les cas, ça sera toujours un plus, encore une fois, dans la mesure où ce maître d'œuvre, cet architecte ou ce bureau d'études thermiques sera aguerri à la question de la rénovation énergétique globale et performante.
comment vérifier en fait que cette personne possède les bonnes compétences pour ça? Tout simplement, lui demander des références. D'une part, déjà, localement, certains espaces InfoÉnergie ou certaines plateformes peuvent recenser ce type de professionnel. D'autre part, ensuite, si ce n'est pas le cas, il faut demander des références en disant quelles sont les rénovations énergétiques que vous avez déjà entreprises. Est-ce que vous proposez une aide au montage des dossiers de financement? Et puis, la personne montre des exemples de ce qu'elle a déjà fait. Ça reste encore le meilleur moyen pour choisir. Après, il y a d'autres possibilités qu'on voit fleurir partout, notamment du fait de l'impulsion des plateformes de la rénovation. Ce sont des entreprises qui vont se former pour proposer une offre groupée de travaux. Alors là, il existe aussi des tas de solutions différentes. Le groupement, il peut être vraiment formel, hein, c'est-à-dire ils ont créé une société et c'est cette société qui va intervenir pour le nom des différents corps d'État, exactement. Ou alors ça peut être juste des gens qui ont fait une formation et qui par l'habitude ont acquis des habitudes de travail et ont des références pour dire nous on a déjà fait 5-6 rénovations globales et performantes, on a l'habitude, on sait comment coordonner nos postes de métier. Ça peut être aussi des groupements un peu plus transversaux qui possèdent en leur sein des maîtres d'œuvre ou des architectes qui vont coordonner, voire même des fois sous-traiter à ce moment-là, ça s'appelle de la contractance générale, pour effectuer la totalité des travaux depuis la maîtrise d'œuvre jusqu'à la réalisation et la réception. Nous, notre politique, personnellement, c'est dire qu'on n'a pas de religion par rapport à l'une ou l'autre des solutions. Ce qui est important, c'est encore une fois de partir du bien, de la compétence, de l'appétence des ménages à réaliser tous ces travaux, et encore une fois, de l'offre qui est faite en face, des références et des garanties qui vont être proposées sur la qualité des travaux, sur la performance énergétique à atteindre, sur l'assistance à la réalisation des aides financières. En copropriété, Raphaël, est-ce que architectes, bureaux d'études sont conseillés? Oui, plus c'est gros, plus c'est nécessaire. Quand c'est petit, je viens bien de le dire, on peut faire sans ou faire avec selon les cas. Plus c'est gros, moins on peut s'en passer. Et moi, j'insisterai sur une grosse copropriété, c'est architectes, bureaux d'études et ingénieurs financiers qui doivent additionner leurs compétences. Sinon, on n'y arrivera pas si on ne dit pas à chaque ménage comment financer le projet. Donc, vers qui se tourner pour ça? Ça peut être vers son espace InfoÉnergie, selon le territoire où on est. Si c'est pour avoir une offre, si c'est pour partir sur une rénovation énergétique, Énergie Positive offre les 3 en 1, le bureau d'études, l'architecte et l'ingénieur financier. Merci. C'est sur ces derniers mots donc cette émission se termine et je remercie bien évidemment Julien et Raphaël pour leurs réponses, pour toutes leurs explications. Prochaine émission des Clés de la rénovation le mercredi 8 novembre sur le thème de l'isolation des combles. Toujours pas isolé, c'est un comble. Vous pouvez dès à présent, attention jeu de mots, vous pouvez dès à présent nous transmettre vos questions. Et également retrouver toutes les vidéos des émissions précédentes sur le site des Clés de la rénovation www.clerenov.org, notamment toutes les émissions qui concernent les aides financières ou la rénovation en copropriété par exemple. Nous remercions bien évidemment nos partenaires, l'ADEME, le magazine La Maison Écologique et Actu Environnement. Un grand merci à Jennifer qui a réalisé cette émission. Et puis, vous l'avez bien compris, nous vous conseillons fortement de solliciter votre espace InfoÉnergie pour partir sur les bons rails dans votre projet de rénovation globale, notamment rénovation énergétique. Pour cela, un seul numéro, 0808 800 700 ou rénovation-info-service.gouv.fr pour obtenir les coordonnées de votre conseiller ou conseillère le plus proche. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci Alexis.